Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Ces rebondissements peuvent être bien heureux, tragiques, surprenants, déstabilisants, mais ils sont ce qu'ils sont. Christine ne savait pas ce que la vie lui réservait quand elle est tombée enceinte. Si elle ne pensait pas atterrir dans une maison de naissance, elle savait pourtant qu'elle cherchait un lieu où on l'écouterait, où elle pourrait se reconnaître dans les valeurs, où elle pourrait trouver une équipe réduite et un accompagnement personnalisé. Le jour J, les contractions monteront très vite en intensité. À la maison de naissance, Christine demandera, après des heures de travail intense, un transfert pour être enfin soulagée. Cependant, rien ne se passera comme elle l'imaginait. Perturbée par ce changement de lieu, le travail s'en trouvera stoppé, ne reprendra pas et le cœur de bébé commencera à faiblir. La césarienne code rouge est annoncée. Après avoir enfin pu rencontrer son bébé et avoir séjourné en unité kangourou à la maternité, Christine rentrera chez elle en famille. Le répit sera pourtant de courte durée. Quelques jours plus tard, son bébé sera opéré d'urgence. Aujourd'hui, Christine nous raconte son histoire. Attention, l'épisode d'aujourd'hui a une fin heureuse, mais il est parsemé de moments qui peuvent être difficiles à écouter. Nous tenons également à vous préciser que durant cet épisode, le micro a capté les pleurs de bébé. Cependant, sachez qu'il était dans les bras réconfortants de son papa et que nous avons fait de multiples pauses pour que sa maman puisse être présente à ses côtés autant que nécessaire. Le montage s'en trouve affecté, mais il nous tenait à cœur de diffuser l'histoire aussi incroyable qu'éprouvante que Christine a souhaité vous partager. Et maintenant, laissons place à l'épisode. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour Christine et bienvenue dans notre podcast. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté de raconter ton récit de maternité dans notre émission. On est très contente de t'accueillir à nos côtés et d'entendre ton histoire aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va te demander de te présenter. Donc je m'appelle Christine, j'ai 39 ans. J'habite actuellement sur l'île de la Réunion. Et en ce moment, mon métier, c'est matelot. Je vais sur les petits bateaux autour de l'île et j'emmène les touristes ou les Réunionnais pour voir notamment l'île depuis la mer et voir les baleines et les dauphins. Et je vis ici avec mon compagnon et mon fils. Voilà. Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as monté ton projet d'accouchement ? Oui, elle s'appelle Manao. C'est la seule maison de naissance sur l'île de la Réunion. Ça marche. Et avant de parler de ton vécu, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, une maison de naissance, c'est un lieu qui est accolé à la maternité et dans lequel on peut être accompagné et réaliser un accouchement de façon physiologique avec les sages-femmes qui travaillent dans cette maison de naissance. Merci pour cette présentation. On va parler aujourd'hui notamment de la sécurité médicale en maison de naissance et aussi du sentiment de sécurité et tout ça à travers ton expérience. Alors pour commencer, on aimerait savoir ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique, ce qui fait que tu t'es tournée vers ce genre de projet. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie et de tes envies ? Ou est-ce qu'il y a un événement ou un récit qui t'y a amené ? Ça n'est pas pour un accouchement physiologique que je me suis tournée vers la maison de naissance, mais c'était plutôt pour l'accompagnement global qui pouvait nous être proposé. Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence des maisons de naissance. C'est mon compagnon qui connaissait ça parce qu'il avait un ami dont la femme avait accouché en maison de naissance qui m'en avait parlé. On a mis du temps finalement avant de trouver quelque part la porte d'entrée de la maison de naissance. Pourtant, elle est vraiment à 10 minutes de là où on habite. Et moi, l'accouchement physiologique, je pense que je ne savais même pas vraiment ce que ça voulait dire.
Je m'étais pas du tout posé de questions, je m'étais absolument pas projetée sur l'accouchement, mais on en était au début de la grossesse et c'était plutôt un accompagnement des personnes en qui on se reconnaisse. D'autant plus qu'étant à La Réunion, on n'a aucune famille et pas d'amis ayant d'enfants, presque pas autour de nous. Donc on avait vraiment besoin de trouver des gens, des personnes pour nous accueillir et nous accompagner sur ce chemin-là. D'accord. Et quand ton compagnon t'a parlé de ça, quelle est la première image que tu t'es faite de ce genre de structure ? Aucune idée. Vraiment, je crois que je me posais pas trop la question et j'attendais de voir et de rencontrer les gens et de voir le lieu et j'ai pas trop d'images qui me reviennent là. En tout cas, tu dis que c'est par ton conjoint que tu as connu les maisons de naissance. C'est intéressant parce que je crois que c'est une des premières fois qu'on entend ça dans nos interviews. Quelle était finalement, lui, l'image qu'il s'en faisait, la façon, en tout cas, qu'il a eu de te le transmettre suite à l'expérience de son ami ? Je pense que ce qu'il avait retenu là-dedans, c'était le côté non médicalisé, par son histoire à lui des milieux médicalisés. Et c'est vrai que tant que possible, il souhaitait s'en tenir éloigné. En vrai, surtout sur la grossesse. Parce que je crois bien que c'est à la réunion d'information que j'ai compris que l'accouchement serait non médicalisé. Donc vraiment, je m'étais pas beaucoup projetée en fait. Et c'était, on en était vraiment au moment de, on cherche des gens avec qui parler de notre grossesse et des gens qui ne soient pas que dans prendre des chiffres, des mesures, des indicateurs, mais qui soient là pour nous rencontrer, nous. Et nous individuellement, nous notre couple et nous futurs parents. C'est vraiment ça qu'on est allé chercher dans cette maison de naissance et c'est vraiment là-dedans qu'on s'est projeté en attendant de pouvoir les rencontrer en fait. D'accord. Alors tout à l'heure tu nous disais que vous étiez à La Réunion et que donc vous n'aviez pas votre famille qui était avec vous. J'imagine que du coup c'est parce que vous êtes des expats et que vous n'aviez pas non plus d'amis avec des enfants en tout cas. Ceci dit, j'imagine que vous avez un entourage et que vous avez quand même communiqué avec la métropole. Quand vous avez parlé de ce projet à votre entourage, quel qu'il soit, quelle a été un peu la réaction des gens ? Ça a été, je pense que si je pense à mes parents, ils devaient pas forcément connaître les maisons de naissance. Donc on leur a expliqué ce que c'était, enfin je leur ai expliqué. Oui, au début il y a eu peut-être un peu de questionnement, c'était plus lié au fait du retour rapide à la maison qui était prévu après la naissance. Mais sinon, nous, on est né ici à La Réunion pour ma part. Ma mère a accouché ici. À son époque, pareil, il n'y avait pas de péridurale. Elle était donc aussi loin de sa famille à ce moment-là. Pour elle, le fait d'accoucher donc de façon physiologique, ça lui posait pas particulièrement de questions. C'était plus ce côté. Mais alors, qui c'est qui va te dorloter après la naissance, puisque tu vas rentrer très vite à la maison. C'était surtout ce point-là. Et donc après, on en a discuté. Et puis, de toute façon, j'étais soutenue dans cette démarche. Je crois qu'il n'y avait pas trop de difficultés. Et du côté de mes amis proches, j'en ai beaucoup qui ont accouché. Alors, pas en maison de naissance, parce qu'il n'y en avait pas à proximité de la ville d'où l'on venait. Mais à la maison, par exemple. Donc, du coup, c'était des personnes avec qui il était très intéressant et qui étaient très soutenantes dans ce projet d'accoucher en maison de naissance. Très intéressant de discuter avec elles. Oui, c'est chouette. Vous n'avez pas fait face finalement à des réactions qui ont essayé de vous dissuader ou de vous dire que c'était trop dangereux ou quoi que ce soit. Comme tu viens de le dire, c'était plutôt au contraire un entourage soutenant dans votre démarche. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai vraiment souvenir de ça, en tout cas, et que ça n'a pas du tout été un sujet, finalement, de discussion, à part, la première fois avec ma mère, et c'est tout, quoi. D'accord. Et après, quelques personnes qui ont pu dire « Oh là là, mais moi, je me sentirais pas... » qui, se projetant, disaient qu'elle n'oserait pas, mais ça s'arrête là. D'accord. C'est plutôt positif, parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais c'est chouette, en tout cas. Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de la raison pour laquelle vous avez choisi
de vous orienter vers une maison de naissance plutôt qu'une maternité. Tu parlais particulièrement de la relation en fait et du suivi non médicalisé. Est-ce qu'il y a autre chose qui pouvait vous rassurer dans ce choix que vous avez fait de vous réorienter vers une maison de naissance ? Oui, il y a vraiment le côté d'avoir une ou deux personnes maximum qui soient toujours les mêmes, qui nous suivent tout du long. Le premier rendez-vous qu'on a eu quand on a appris que j'étais enceinte, c'était dans un cabinet de gynécologie et c'était une gynécologue remplaçante qui nous a tout de suite donné le planning des futurs remplaçants qui auraient lieu le temps de ma grossesse. Et on était partis pour en voir 4 différents. Ah oui. Et là, on s'est dit, pas du tout. On n'a pas du tout envie de voir une personne différente à chacun de nos rendez-vous. Là, on a tout de suite cherché autre chose. C'est là qu'on s'est retrouvés à la PMI. On a senti quelque chose déjà de beaucoup plus humain. Je dois dire que quand j'ai appris que j'étais enceinte, en 2 jours, on m'a pesé 3 fois. Personne ne m'a demandé si je connaissais mon poids. Et ça m'avait un peu choquée. Et en arrivant à la PMI, la personne m'a demandé si je connaissais mon poids. Et j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Et je lui ai dit oui, je le connais. Ça fait 3 fois qu'on me pèse en 2 jours. Je peux vous donner mon poids. C'est chouette de ne pas me peser par défaut parce que c'est dans le protocole. Et donc déjà, on s'est senti beaucoup mieux là, accompagnés en se disant on peut envisager un accompagnement à la PMI. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on a eu finalement donc les informations plus précises sur la maison de naissance et comment se faire accompagner là-bas. Et donc oui, c'est ça qui nous rassurait, c'était le fait d'avoir un seul ou 2 interlocuteurs maximum et surtout les mêmes tout du long. Et puis, si on poussait le curseur de l'autre côté par rapport à si j'avais voulu tenter un accouchement à la maison, puisque donc j'ai des amis qui l'ont fait, moi, clairement, je voyais bien que je me sentais pas du tout, justement, si je me projetais moi, je me sentais pas du tout capable et ça me faisait peur. Et par contre, je trouvais ça super chouette de pouvoir tenter un accouchement physiologique en ayant la sécurité de la maternité à proximité. Ouais, d'accord. Je trouve ça intéressant que ce soit la PMI aussi qui ait pu vous donner des informations sur les maisons de naissance. Je pense que c'est pas tout le temps le cas, donc ça veut dire qu'ils sont quand même en rapport ou en tout cas au courant de ce qui se pratique à ce niveau-là et c'est chouette de pouvoir le proposer et informer en tout cas les mamans qui le souhaitent sur le sujet, quoi. Ceci étant dit, vous avez pris votre premier rendez-vous, vous êtes allé découvrir du coup le lieu, vous êtes allé prendre rendez-vous avec les sages-femmes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, à partir du moment où vous avez basculé donc sur le suivi en maison de naissance, comment ça s'est déroulé ? Parce que selon les maisons de naissance, c'est pas toujours le même fonctionnement, mais il y a la consultation mensuelle, donc qui a une approche un peu plus médicale, on va dire. On veut bien savoir d'ailleurs s'il y a eu des actes médicaux pratiqués, et si oui, lesquels. Et aussi que tu nous dises, à un moment donné, il y a les séances de préparation à la naissance qui arrivent. Est-ce qu'elles étaient en individuel ou en groupe ? Si tu peux un peu nous expliquer tout ton suivi, ce que ça a été, ça nous intéresse. Ouais, je vais commencer par la première fois où on est arrivé à la maison de naissance. C'est assez marrant pour y aller parce qu'il faut monter des escaliers extérieurs à l'hôpital. On a l'impression que ça n'en finit jamais. Et on arrive un peu sur un toit. Et en entrant, le lieu est tout de suite très accueillant. Et il y a un petit mot qui dit de laisser ses chaussures parce que moins de temps passé à faire le ménage, c'est plus de temps avec le papa, la maman et le bébé. En fait, tout de suite, on a beaucoup apprécié cet accueil. La réunion d'information, c'était en groupe. On était, je sais plus, 18 personnes, je crois, et c'était 3 sages-femmes qui nous accueillaient. Et on était en cercle et ce côté vraiment d'échange. En fait, on a beaucoup ri ce soir-là. Et vraiment, on s'est dit, ah ben là, on se sent bien. On se sent bien et on a des gens en qui on se reconnaît et vraiment on est sûr que c'est là qu'on veut être suivi. Ensuite, donc on avait le choix de demander à être suivi soit par une seule sage-femme, soit par 2 sages-femmes qui travaillent en binôme. Nous, on a été suivis par le binôme et on a assez rapidement commencé les rendez-vous. Vous dire lesquels rendez-vous étaient des consultations, lesquels rendez-vous étaient des préparations, je peux pas parce que c'était très mélangé. D'accord. Je sais que des fois, elle nous disait ça c'était une consultation ou alors on fait la consultation puis on fera la préparation dans la foulée. Donc pour moi, tout ça reste très sans frontières, quoi. C'était un peu un tout commun. C'était en individuel. Donc on n'a pas rencontré d'autres couples ou d'autres mamans, futures mamans pendant ces séances de préparation.
Par contre, donc évidemment, le papa est le bienvenu et nous, on avait la capacité de s'organiser, donc on les a toutes faites à deux, ces préparations. Au niveau des actes médicaux, il n'y en a pas eu. C'était surtout du suivi de constant, d'indicateurs, quoi. Donc non, je dirais pas d'acte médical. Donc c'est chouette parce que tu parles d'une espèce de grand tout entre les consultations et les prépas. De toute façon, vous avez toujours été là-bas à deux, donc finalement, ni l'un ni l'autre n'a raté quoi que ce soit. Ouais. Par contre, je suis curieuse de savoir si tu te souviens, dans toutes ces séances que vous avez fait, dans tous ces échanges que vous avez eus avec vos 2 sages-femmes, est-ce qu'il y a vraiment quelques informations qui vous ont été transmises et qui t'ont paru être pertinentes et intéressantes à avoir avant ton accouchement? Oui, chaque rendez-vous avait une thématique, effectivement. Donc on abordait cette thématique soit avec l'une des sages-femmes, soit avec l'autre. Dans les thématiques que je peux citer comme ça à la volée, il y avait effectivement le transfert, il y avait le retour à la maison, pas seulement le retour précoce, le retour à la maison et les jours qui suivent, jours-semaines qui suivent. Il y avait les outils pour le moment de l'accouchement. Il y avait, je ne sais pas si je retrouverai d'autres thématiques sur le vif, mais voilà. Donc à chaque fois, c'était quand même très cadré, et voire même, je crois qu'on savait de quoi on allait discuter la fois d'après. Donc oui, à chaque fois, c'était très intéressant parce que ça permettait de déblayer un peu, de commencer à visualiser un peu. Je ne suis pas d'une personnalité, et mon compagnon non, à se documenter, à aller chercher des informations partout. Nous, on a plutôt pris le parti de faire confiance à l'accompagnement de la maison de naissance et à se laisser porter par cet accompagnement-là. Donc on prenait les informations comme ça venait au fur et à mesure. Et dans ce qui m'a beaucoup marqué, je pense que régulièrement les femmes doivent en parler, ce sont les BD qui évoquent l'accouchement physiologique et même plus largement l'accouchement dans sa globalité, qui sont vraiment une source, une mine d'informations et de compréhension, d'aide à la compréhension de tout ce phénomène-là, qui nous ont été très utiles et que du coup en plus on a pu partager et discuter ensemble avec mon compagnon. Sur les autres informations utiles ou qui m'ont marqué, il y avait effectivement ce transfert et la possibilité d'aller visiter le côté maternité et donc de aussi voir comment se passait un transfert s'il devait avoir lieu. Ça ne permet pas tout en termes d'anticipation, mais ça permet quand même d'avoir un peu une idée de ce qui peut arriver en cas de transfert. Oui, en tout cas, tout ne t'est pas inconnu, surtout si tu as pu visiter la maternité. Tu le découvres pas au moment du transfert finalement, tu es dans quelque chose que tu as déjà pu appréhender dans un moment moins stressant potentiellement. Oui, c'est ça. Maintenant que tu nous as un petit peu dit comment s'était passé ton suivi, au niveau des consultations, au niveau des préparations et des thématiques qui ont été abordées, à titre personnel, pendant ta grossesse, est-ce que tu as fait face à des peurs ou des angoisses ? Donc oui, des peurs, j'en ai eu, notamment relativement sur la fin de la grossesse, quand on est arrivé pour des rendez-vous à la maison de naissance, il y avait une naissance en cours. Et la salle est bien insonorisée, mais on entendait quand même. Et le bébé est né dans les 10 à 15 minutes qui ont suivi notre arrivée. Donc on était vraiment sur le moment final et très intense de l'accouchement. Et ça a été très très dur pour moi d'entendre cette femme qui criait et qui avait mal et qui exprimait sa douleur. Et d'autant que quand on a ensuite été accueillis par la sage-femme pour notre rendez-vous, le sujet du rendez-vous était le retour à la maison et toutes les difficultés qui pouvaient arriver. Voilà, elle voulait vraiment revenir sur attention, après la naissance, ça peut être très difficile, etc. Et donc on est reparti de ce rendez-vous flageolant. Et dans les jours qui ont suivi, moi j'ai eu un petit symptôme. J'ai commencé à avoir des fourmillements sur la langue, à plus sentir ma langue.
Ça a duré 1 heure, 2 heures, donc le stress est monté, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et finalement, la combinaison de tout ça, l'enchaînement de l'événement à la maison de naissance et puis de ce petit symptôme à la langue a fait que ouais, j'ai eu une montée de peur et la peur était notamment liée à la capacité d'accoucher et aux douleurs de l'accouchement, puisque j'avais entendu cette femme crier. Juste pour contextualiser, ma grossesse, elle, s'est passée comme sur des roulettes. J'ai eu absolument aucun problème, aucune difficulté, baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Et donc c'est vrai que le moindre petit symptôme comme voilà, cette perte de sensation sur la langue, j'avais même pas de contraction en fait. J'ai eu peut-être quelques douleurs au ventre, mais vraiment pas grand-chose. Donc voilà, le moindre truc m'a fait un peu monter dans les tours et avoir peur. C'est quelque chose que j'ai abordé avec la sage-femme au rendez-vous suivant. J'y suis arrivée en lui disant, bah voilà, là je viens de passer, je sais plus, 1 ou 2 semaines en ayant très peur, en ayant voilà, eu un moment de peur. Je lui ai demandé si on pouvait revenir là-dessus pour traiter ça. Voilà. Mais justement, j'allais te demander si tu avais eu l'occasion d'en parler avec une, voire les 2 sages-femmes qui t'accompagnaient, et si oui, comment elles t'ont aidé dans l'accueil et la résolution peut-être de ces peurs, ou en tout cas l'acceptation de ces peurs. Du coup, j'ai pu en parler, oui, donc avec une des 2 sages-femmes. La fois d'après, je l'ai rapidement évoqué avec l'autre sage-femme, mais je pensais que ma peur avait été réglée, et on verra par la suite que je pense pas, en fait. Et donc, elle m'a confirmé que oui, effectivement, la fin de l'accouchement est quand même difficile. Pas forcément, voilà, que ça peut faire mal. Et donc, la première fois que j'en ai parlé de ça... Voilà, elle a essayé de me rassurer sur le fait que ça faisait plusieurs mois que je me préparais à cet accouchement et que du coup, il n'y avait pas de raison d'être inquiète. Voilà, c'est difficile de dire a posteriori, je me demande si vraiment on avait bien traité, si on a bien traité cette peur que j'essayais d'amener, parce que je pense qu'elle était quand même restée. Et j'aurais peut-être dû rappeler à ce moment-là, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, et ça nous ramène au début de notre interview, que la raison pour laquelle j'étais venue à la maison de naissance, c'était pour l'accompagnement et non pas pour l'accouchement physiologique. Oui. Et qu'en fait, je me demande si je me suis bien projetée vraiment dans cet accouchement physiologique. Voilà, et si cette peur qui est montée soudainement un peu sur la fin de la grossesse, si j'ai réussi vraiment à la traiter. Ce que j'ai fait moi après, de retour à la maison, c'est... J'avais regardé une vidéo d'une personne qui avait accouché chez elle et disait-elle sans douleur. Ça m'a rassurée de voir sa vidéo. Elle parlait notamment des massages qui avaient été une grosse aide pour elle. Donc on s'est entraîné avec mon compagnon au massage. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai un peu géré ce moment délicat. D'accord. Mais oui, c'est intéressant finalement que tu fasses écho à ce que tu as expliqué au début. La distinction vraiment entre l'accompagnement qu'une maison de naissance propose et après ce qu'est l'accouchement physiologique en soi. Quoi qu'il en soit, tu as pu en parler avec l'équipe de la maison de naissance. Et on se demandait enfin, est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité, si tu as vu des personnes en parallèle des sages-femmes au cours de ta grossesse, par exemple pour du yoga, du chant, de l'acupuncture ou autre. Est-ce que finalement il y a d'autres choses qui ont pu t'aider et à traverser ta grossesse ou peut-être justement à traiter tes peurs ? La seule autre personne que j'ai vue, c'était pour de l'aquamaternité. Ok. Et c'était relativement, finalement, en début de grossesse, parce qu'après, on rentrait dans l'hiver et bon, on a beau être sur une île tropicale, l'hiver, il fait suffisamment froid pour qu'on n'ait pas envie d'aller dans les piscines qui ne sont du coup pas chauffées. Donc, les cours de périnatalité s'arrêtaient finalement un peu au moment où moi j'en avais le plus besoin. Et donc, voilà, j'ai fait quelques cours comme ça, mais c'est tout. Le reste... En fait, je pratiquais mon yoga par ailleurs et voilà, encore une fois, comme ça se déroulait facilement, je ressentais pas de besoin particulier et donc je suis pas allée en recherche particulièrement. Oui, je comprends.
Et donc après tout ça, et une fois que tu avais traversé tous ces mois de grossesse et que tu avais eu cet accompagnement à Manao, est-ce que tu considérais avoir tous les outils nécessaires pour accoucher ? Je devais sûrement considérer que j'avais tous les outils nécessaires puisque j'y suis allée confiante. Donc sûrement la réponse est oui. On aimerait bien savoir maintenant ce que tu savais du matériel médical ou du matériel d'urgence qu'il peut y avoir dans la maison de naissance avant notamment d'aller accoucher. Alors le seul matériel dont j'avais connaissance, c'était un fauteuil roulant et un brancard qui pouvaient être utilisés pour le transfert, s'il y avait un transfert nécessaire. Ouais, est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin qu'on te parle un peu plus du matériel ou qu'on te le présente ou ça t'a pas été nécessaire sur le moment ? Non, moi je pense pas que j'en avais besoin. Encore une fois, on était vraiment en confiance, donc j'en ressentais pas le besoin et enfin voilà, je me disais que s'il y avait de toute façon des nécessités, je savais que c'était fait, que les choses avaient été mises en place, pensées et mises en place, donc voilà. Ça marche. Et maintenant que, en tout cas à l'époque, tu considérais certainement avoir les outils nécessaires et que tu avais toute cette confiance qui avait pu s'installer avec l'équipe et peut-être les lieux aussi, est-ce que tu peux nous raconter le jour J, la naissance de ton fils ? Le jour J, on est un lundi, tout va bien, comme jusqu'à présent. Et voilà, je suis encore en train de faire des travaux de couture et la veille, on était à vélo. Donc c'était chouette. Et voilà, je pars me coucher et quelques minutes, enfin je sais pas, je me rends pas trop compte sur le temps, mais peu de temps après, je me relève précipitamment et en disant je viens de rompre la poche des os. Voilà. Et en allant donc aux toilettes, je dis à mon compagnon appelle la sage-femme, c'est parti quoi. Et effectivement, c'était parti. Donc il l'a appelé et voilà, il lui a demandé est-ce que ça veut dire que c'est le début de l'accouchement. Ça m'a un peu fait rire. Bah, il me semblait que oui, mais j'étais voilà bon. Je savais que ça pouvait, normalement ça arrive plutôt plus tardivement la rupture de la poche des os, mais voilà, nous ça a commencé, enfin pour moi ça a commencé par ça. Et il lui a dit, il était 23h, quelque chose comme ça, il lui a dit est-ce qu'on peut aller se coucher parce que quand même il est tard et je suis fatiguée. Donc elle nous a conseillé d'aller nous coucher et moi je me suis sentie vraiment sur une autre planète. Je me suis dit mais il se rend pas du tout compte en fait, c'est pas demain l'accouchement, c'est maintenant vraiment. Et voilà, et donc effectivement ça a été maintenant vraiment et c'est parti, voilà, en tout cas dans mon souvenir, c'est parti vraiment très très vite. Elle nous avait dit voilà dans les préparations, préparez-vous des recettes de cookies pour faire des cookies au moment venu. Je sais pas, de la musique ou des choses à faire pour patienter. Et là, vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, il n'est pas du tout question de patienter, en fait. En fait, c'est déjà trop mal et puis ça va vraiment trop fort. Et puis, en fait, on va pas du tout rester à la maison, on part tout de suite. Donc, on l'a rappelé et on lui a dit, en fait, on vient à la maison de naissance. Et donc, elle a essayé de me dire de rester à la maison, que j'étais mieux à la maison qu'à la maison de naissance pour voilà, faire monter les hormones, etc. Je me suis dit, mais si on attend, j'ai peur de ne pas attendre la maison de naissance. Ah oui. Parce que je ne sais pas si je vais réussir à monter, voilà, sortir de chez moi, à aller dans la voiture et aller jusque là-bas. Et puis surtout, je savais qu'à la maison de naissance, il y avait la baignoire avec de l'eau chaude. Qui n'était pas le cas chez moi. Mais là, à ce moment-là, je n'en avais qu'une envie, c'était d'être dans cette baignoire. Du coup, on est parti quasiment tout de suite, en fait, pour la maison de naissance. J'avais des contractions très fortes. Donc, du coup, on est parti. Et là, c'était chouette d'habiter assez proche, quand même, pour que le trajet ne dure pas trop longtemps. Et quand on est arrivé, la baignoire était déjà pleine. Oui. Et bon, j'ai pas attendu que la sage-femme arrive dans la pièce. J'étais déjà dans la baignoire. Parce que vraiment, je sentais qu'il n'y avait que ça qui pourrait m'aider. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Dès qu'elle est apparue, je lui ai demandé... En fait, je m'attendais pas que ça arrive aussi fort, aussi vite. Dans les récits, dans les explications, je pensais que c'était quand même crescendo, qu'on avait le temps de comprendre ce qu'était une contraction, que ça monte en intensité, etc. Et moi, j'ai vraiment la sensation que, en gros, c'est arrivé tout de suite, hyper fort. Et voilà, je le redis, j'avais eu aucune contraction avant
la rupture de la poche des os. Donc je suis passée de rien du tout à d'un coup j'ai hyper mal. Donc je lui ai demandé de savoir à quelle ouverture j'en étais. Mais c'était moi qui étais demandeuse à ce moment-là pour savoir un petit peu où j'en étais sur le processus. Et la réponse m'a un petit peu démoralisée. Je me suis dit, ouh là là, c'est pas fini. À partir de ce moment-là, j'étais dans la baignoire. L'eau chaude me faisait un bien monstrueux. Quand la sage-femme était là, elle me massait le bas du dos et ça, c'était génial. Ça m'aidait vraiment à passer les contractions. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait, entre les contractions, je m'endormais. Mais d'un coup, et ça m'a fait un coup au moral. À un moment donné, je me suis retournée et j'ai vu qu'en fait, il y avait que mon compagnon avec moi et que la sage-femme n'était pas là. Et j'ai eu un sentiment d'abandon énorme. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi elle est partie? Pourquoi elle n'est pas avec moi? Bon, et en fait, voilà, elle allait de temps en temps, elle sortait de la salle. Mais c'est vrai que ça avait été un peu difficile pour moi de me rendre compte qu'elle n'était pas en fait 100% avec moi. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Et malgré l'entraînement qu'on avait tenté de faire avec mon compagnon, lui n'arrivait pas à me masser le bas du dos comme elle le faisait, et donc à soulager aussi bien le passage des contractions. C'est vrai que ce massage, c'était vraiment impressionnant l'effet. Et donc, voilà, quelques heures, mais pas beaucoup d'heures ont passé comme ça, je dirais peut-être 2 heures, 3 heures. Voilà, le travail avançait et le bébé avançait et la douleur augmentait. Et à un moment donné, j'ai eu la vision du bébé qui restait coincé en chemin. Et là, j'ai eu peur et j'ai eu encore davantage mal. J'ai eu l'information comme quoi j'allais pas y arriver et j'ai pas su surmonter ça. Voilà, sachant que juste à côté, il y avait la possibilité d'une péridurale. J'ai demandé à être transférée pour la péridurale parce que j'avais la sensation que j'arriverais pas à surmonter la douleur jusqu'au bout. Je le savais parce qu'elle nous en avait parlé, c'était convenu qu'elle me reposerait la question pour être sûre que c'était une demande voulue et pas juste voilà, sous l'effet de la douleur. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir bien interprété ce que tu disais. T'as dit à un moment donné, j'ai eu la vision de mon enfant qui restait coincé. Juste après, tu dis, j'ai eu l'information que j'allais pas y arriver. Et en fait, quand t'as dit, j'ai eu l'information que j'allais pas y arriver, je me suis demandé si c'était justement ton cerveau qui t'avait donné cette information à toi-même suite à cette image de l'enfant coincé, ou si quand tu dis, j'ai eu l'information, c'est la sage-femme qui t'a donné cette info. Non, c'est moi. C'est vraiment purement mon cerveau qui m'a fait ça. Et bien au contraire, la sage-femme maintenait que ça se passait super bien en fait. D'accord. Enfin voilà, même je me souviens qu'elle m'a dit que ça se passait hyper bien et que je disais pas du tout. Et elle me disait, mais enfin, c'est moi qui accouche des femmes depuis 20 ans. Mais c'était moi, j'étais vraiment dans le refus d'entendre que je pouvais peut-être aller jusqu'au bout, quoi. Et j'avoue qu'à ce moment-là, je voyais plus comment surmonter chaque contraction qui arrivait. Et du coup, j'ai insisté. J'ai même dit qu'il n'avait pas le droit de me tenir prisonnier ici. Après, sous l'effet de la douleur, on dit beaucoup de choses aussi très fortes. Donc, elle a mis en place le transfert. Et on est parti pour la maternité, qui est vraiment juste au bout du couloir. C'est, je sais pas, 10 mètres à faire et on est de l'autre côté, quoi. A posteriori, le temps passé dans cette baignoire à la maison de naissance est super. Donc c'est hyper contradictoire. Sur le moment, j'avais vraiment l'impression de vivre l'enfer. Et finalement, ce qui m'en est resté après, c'était un petit cocon, beaucoup de douceur et beaucoup de bien-être. Voilà, donc je suis toujours très curieuse de ce filtre ou je sais pas, ou de cette réinterprétation voilà, de ce qui nous reste en fait d'un événement, quel qu'il soit. Et en tout cas, voilà, les bons souvenirs de mon accouchement sont vraiment attachés à ce moment dans la baignoire à la maison de naissance. Le transfert pour nous a été vécu de façon très violente, l'arrivée dans la maternité. On avait beau avoir été préparés à être allés la voir avant, pendant les séances de préparation. Sur le moment, c'est vraiment 2 mondes qui sont trop éloignés l'un de l'autre. Et la différence entre les deux, la différence d'ambiance, a été finalement assez choquante. Passer de l'ambiance tamisée de la salle de naissance à la maison de naissance, de l'eau chaude, de la présence rassurante de la sage-femme, et surtout de l'autonomie. Ça, je m'en suis rendu compte qu'après. Mais c'est vrai qu'à la maison de naissance, on accouche juste comme ça. On est tout nu et
Et en fait, c'est un beau moment. On est moi j'étais dans la baignoire et mon corps faisait ce qu'il voulait et je suivais mon corps. Et en l'occurrence, depuis la première contraction, j'étais accroupie. Et c'est vrai que du coup, à la maison de naissance, on peut être comme on le souhaite. Et ça, c'est une liberté qui est assez folle. Et en fait, en arrivant dans la maternité, on arrive dans un endroit médicalisé, évidemment. Mais j'avais beau le savoir, je l'avais oublié, la lumière hyper crue, les murs blancs, l'horloge avec les chiffres rouges, le lit médicalisé, tout ça, ça a été hyper brutal pour moi. Et en fait, par rapport aux BD dont je parlais au début, qui nous ont apporté énormément d'informations, j'ai vraiment plongé dans la BD et j'avais l'impression que je suivais les cases une par une de cette BD telle qu'elle déroulait un accouchement en maternité et avec les difficultés que ça peut amener et que je les suivais une à une. Et je me souviens très bien par exemple de la description qu'elle fait dans la BD de la blouse qu'on nous fait enfiler, qui est ouverte par derrière. Et cette blouse, je me suis sentie terriblement mal à l'intérieur. Je me suis sentie nue à l'intérieur, ce qui était le cas, alors que tant que j'étais nue, totalement nue, je me sentais pas nue, je me sentais juste moi en fait. Et dans cette blouse, j'avais une impression de voyeurisme, j'étais très très mal à l'aise là-dedans. Donc j'avais demandé la péridurale, c'est là que sont intervenus les 2 hommes qui sont venus installer la péridurale. Et là, en fait, c'est juste que humainement, tout le lien s'arrête. Ces 2 personnes-là faisaient leur travail, point barre. Il n'y avait plus de lien à moi, à ma personne, à ce que j'étais en train de vivre, etc. Et ça a été, ça a été assez dur. Ils m'ont installé la péridurale et j'ai tout de suite eu l'impression qu'elle était surdosée. Et je leur ai demandé si c'était possible de la diminuer. Je leur ai dit que là, je sentais plus rien, qu'il se passait plus rien et je voulais savoir si on pouvait diminuer la péridurale. C'est quelque chose qui aura été fait seulement 2 heures plus tard. Pendant ces 2 heures, je n'ai pas compris ce qui se passait. Ensuite, la sage-femme qui m'a accueillie côté maternité m'a installée, etc. Et puis là aussi, c'est un élément d'incompréhension. Elle m'a demandé dans quelle position je souhaitais accoucher. Donc je lui ai dit, depuis le début, je suis accroupie, donc j'ai besoin d'être accroupie pour que le bébé sorte. Et elle m'a installée et elle m'a dit, maintenant, mettez-vous sur le côté droit, je crois, et la jambe gauche dans l'étrier, en l'air. Et là, j'ai pas du tout compris. J'ai dit, mais ça va pas marcher comme ça, j'ai besoin d'être accroupie. Mais voilà, il n'était pas question de ça. J'ai été hyper mal installée et puis surtout, elle nous a dit, maintenant, dormez. Vous aurez besoin d'énergie plus tard. Et en fait, là, dans ma tête, je me suis dit, mais pas du tout, c'était pas du tout ce que je veux, ce qui était en train de se passer. J'étais en train d'accoucher et en fait, on était avancé dans l'accouchement au moment où je suis passée de l'autre côté. Et j'ai pas du tout compris qu'on me dise en fait d'arrêter d'accoucher et de reprendre ça dans quelques temps. Enfin, j'ai entendu ce message-là en fait quand on m'a demandé de dormir. Moi, c'était pas ma demande en fait en demandant le transfert. La demande c'était je souhaite terminer l'accouchement mais en ayant une aide à la douleur. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que là, il était 4h du matin et qu'en fait, elle m'a installé plein de choses sur le corps pour monitorer. C'est pareil, j'avais beau le savoir, mais c'est difficile en fait quand ça arrive vraiment et qu'on se retrouve avec tous ces appareils partout, tous ces fils partout, à ne plus pouvoir bouger, à plus être autonome en fait, à être dépendant de quelqu'un pour pouvoir bouger son corps, alors qu'en fait on est en train d'accoucher. Ça marchait plus du tout. Donc il y a notamment un appareil de monitoring qui permet de suivre les contractions et un autre qui permet de suivre les battements du cœur du bébé. Pendant les 4 heures qui ont suivi, la sage-femme a déplacé cet appareil pour essayer de de me montrer les contractions sans jamais réussir à me les montrer en fait. Moi la question que je me demande aujourd'hui c'est s'il y en avait encore en fait des contractions et en fait j'ai l'impression que non, qu'en fait le transfert a totalement mis fin au travail qui était pourtant bien avancé. Et donc ça a continué en gros que voilà, j'étais mal positionnée mais je n'avais pas le droit de changer de position, j'avais demandé de baisser la péridurale, il n'y a pas eu de baisse de péridurale, enfin si, il y en a eu une pardon mais plus tardivement. Oui. Et puis à un moment donné la sage-femme m'a mis en fait la pression en me disant que là il fallait absolument que le travail reprenne, qu'il me restait 45 minutes pour que le travail reprenne, sinon j'allais finir en césarienne. Donc évidemment, ça ne m'a pas du tout aidée dans le processus d'accouchement. Oui, j'imagine. Et donc il ne s'est rien passé de plus en fait. J'ai pas du tout repris le travail. Et là, elle nous a
sorti la poche d'ocytocine, donc pour relancer les contractions. Et bon, mon compagnon qui était là et qui était un peu en train de monter dans les tours et ça fumait de partout parce que ça l'énervait cette situation. En gros, il lui demandait si c'était vraiment nécessaire cette poche d'ocytocine et en fait, elle nous a expliqué qu'elle aurait dû nous la proposer bien avant et que si elle nous l'installait pas, en fait, elle risquait d'être mise en faute, elle, pour ne pas avoir proposé, voire installé cette poche d'ocytocine. Et que de toute façon, là, il n'y avait pas de travail qui se faisait et que c'était une césarienne qui était en train d'être préparée, quoi. Donc, on a accepté la poche d'ocytocine. Ça n'a absolument rien changé à l'histoire. Il n'y a pas eu davantage de contractions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant ce temps-là, on voyait donc les battements du cœur du bébé et que régulièrement, on voyait qu'il faisait des bradycardies, donc des baisses de rythme. Et notamment, moi, j'associais ça au moment où j'étais les plus mal positionnée. Et je disais, mais là, je ne vais pas bien du tout. Et je voyais que son cœur, lui, baissait. Est arrivé 8h du matin et le changement d'équipe, ça a été le summum de l'irrespect. Ça s'est pas très bien passé. J'avais pas eu quasiment de gestes sur mon corps. Oui. Là, autant vous dire que quasiment toute l'équipe sortante, puis toute l'équipe entrante a souhaité avoir son avis sur l'état d'ouverture. J'avais vraiment une sensation d'être à la merci de toutes ces personnes qui passaient dans la chambre et qu'il fallait que je me plie à leurs besoins, notamment être dans une position où ça n'allait pas du tout pour moi et j'étais en train de glisser de la table et je leur disais mais ça va pas, je suis en train de tomber, je suis vraiment mal. Et là, la gynécologue m'a répondu mais on s'en fout. Je pense que c'était à peu près ça. En tout cas, c'est pas du tout la question. La question, c'est le bébé. Ouais. J'entends. Mais je lui disais mais je vais pas bien et du coup, le bébé ne va pas bien non plus. Et on le voyait sur l'écran, le battement de cœur descendait. Et on arrivait à un moment critique où à 8h moins 3, il y a eu le fameux césarienne code rouge qui a été prononcé. Bon, à partir de là, en fait, voilà, j'avais compris que de toute façon, ça allait se terminer en césarienne. Quand même, une césarienne code rouge, bon, je ne m'y attendais pas à ce point-là. Et donc, là, ça allait très très vite, puisqu'une césarienne code rouge, ils ont 10 minutes entre le moment où ils prononcent ce mot-là et le moment où la naissance doit avoir lieu. Là, moi, j'ai totalement tout abandonné. Je me suis laissée faire, puisque ça ne m'appartenait plus du tout. J'avais plus aucune prise là-dessus. C'était à l'équipe médicale d'agir à ce moment-là. Donc c'est assez impressionnant. C'est un peu comme dans un film. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la salle. Pour le coup, à partir de ce moment-là, je trouve que j'ai été très bien prise en charge. Oui. Il y a toujours eu quelqu'un au niveau de ma tête pour m'expliquer ce qui se passait, que ça allait être impressionnant, qu'il y allait y avoir beaucoup de gens, que ça allait aller très vite. Et c'est effectivement allé très vite. À 8h00, en fait, je peux donner les heures parce que justement, à l'hôpital, il y a toujours ces grandes horloges avec le chiffre en rouge qui d'afficher. À 8h00, j'entrais dans la salle de bloc et à 8h03, la naissance était annoncée. Ah oui, c'est rapide. Voilà. J'ai pas du tout vu ni entendu le bébé. Je ne le verrai, donc il est 8h03, je ne le verrai pour la première fois qu'à 12h30. Et encore dans les bras de son papa. Moi, je serais assez loin à ce moment-là et je l'aurai dans les bras pour la première fois à 16h30. Tu connais les raisons ? Alors oui, sur le moment, la raison que j'avais une des jambes qui ne sortait pas de l'anesthésie. Donc tant que je ne sortais pas de l'anesthésie, je ne pouvais pas quitter la salle de réveil. D'accord. Et le bébé, lui, était sorti du ventre pas très en forme. Ils l'ont tout de suite mis sous aide respiratoire. Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour que moi, je ne puisse pas du tout le voir en salle d'opération. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, je l'ai apprise 1 mois et demi après par le rendez-vous avec la gynécologue, c'est que pendant la césarienne, mon artère utérine a cassé et donc j'ai perdu de leur dire au moins 1 litre de sang. Okay. De leur dire à nouveau, il y avait du sang partout. Moi, j'ai pas vu tout ça. Et donc, en fait, ils ont eu à s'occuper de moi avant que je puisse faire quoi que ce soit. Moi, je suis sortie du bloc à 8h45, donc 45 minutes après. Okay. Voilà. Je savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et ton conjoint, il était avec, c'est ça ? Voilà, j'ai demandé timidement si mon bébé allait bien. On m'a dit oui, il est avec votre conjoint. J'ai demandé si on allait le voir. On m'a dit oui, ils vont venir. Et en fait, 2 heures après, ils n'étaient toujours pas là. Alors j'ai demandé, est-ce que vraiment vous pouvez vous renseigner si mon bébé va bien ? Parce que vous avez dit qu'ils allaient venir, mais toujours pas. Et donc, je m'inquiète. Oui, en fait, ils allaient bien, mais pas suffisamment pour que le bébé puisse venir dans la salle de réveil. Donc, c'est mon conjoint qui est venu. Et en fait, je dois vous avouer qu'à ce moment-là, la seule chose qui m'importait, c'était de voir mon conjoint. Ça peut être bizarre, mais mon bébé, je ne le connaissais pas.
Et je l'avais même pas entendu. Oui, non, mais ça me paraît normal. Et avec ce que tu venais de vivre aussi, c'était un visage familier, quoi. Voilà, c'est ça. J'avais pas d'image du bébé. Par contre, voilà, je voulais voir mon conjoint et pouvoir juste en parler et qu'il me raconte, qu'on se raconte un peu tout ce qu'on venait de vivre séparément. Puisque du coup, à partir du moment où je suis partie en césarienne code rouge, ça a été le moment où on a été séparés. Puisque jusqu'à présent, il avait toujours été avec moi. J'avais été informée lors d'une réunion à la maternité. Donc, j'ai pas été prise de surprise. Et t'étais en anesthésie générale ou locale? Non, anesthésie locale. Par la péridurale, ils ont juste augmenté finalement la dose. Ok. Et en fait, il se trouve que la péridurale était asymétrique. C'est pour ça que j'ai eu une jambe qui est restée très longtemps anesthésiée par la suite. Voilà. La première fois que j'ai vu mon bébé, en fait, je l'ai trouvé très moche. Je me suis dit, oh non, quand même, il ressemble pas à ça, c'est pas possible. C'était juste parce que... Mais en fait, je le savais. En l'occurrence, les sages-femmes de Manao nous avaient, donc de la maison de naissance, nous avaient prévenu que ça pouvait arriver, qu'à l'arrivée du bébé, on n'ait pas le coup de foudre, la déclaration d'amour pour son bébé. Ah oui, oui. Donc ça m'a pas... Je m'en suis pas voulu en fait de penser ça. Oui. Je me suis dit, j'étais au courant que ça pouvait arriver, donc ça arrive. Voilà. Et puis à 16h30, quand je l'ai eu dans les bras, ça a tout de suite changé en fait. J'avais besoin de rentrer en contact avec mon bébé et là, on est tout de suite passé sur autre chose, quoi. Mais comme tu disais, ça reste un être humain que tu connais pas encore et avec la puissance de ce qui vient t'arriver, de ce que tu nous racontes, moi ça m'étonne pas du tout qu'il y ait cette espèce de mise à distance tant que tu le touches pas, quoi. Ça me paraît tout à fait normal et... Voilà. Ouais, parce que l'état émotionnel et psychique impacte, je pense, dans ta relation, dans ta connexion. Donc je comprends tout à fait. Et en effet, il y a des gens qui mettent même plusieurs semaines à faire des connexions, parfois au début. Le temps de réaliser, je pense, que c'est notre enfant, qu'il y a cet effet familier et non familier, en fait, du fait d'avoir partagé cette grossesse, tout en sachant toujours pas à quoi il ressemble, comme tu dis, tant qu'on ne l'a jamais vu. On ne sait toujours pas. Donc oui, non, c'est assez typique, donc ça m'étonne pas. Et avec tout ce que tu racontes, ça m'étonne encore moins. C'est assez violent, en effet, tout ce que tu as traversé. Je comprends mieux certaines choses que tu partages. Je voulais revenir parce que, notamment, en fait, il y a tellement de choses qui se sont passées autour de ton corps qu'on a peu su où se trouvait, notamment ton compagnon sur la fin de l'accouchement. Comment il a pu, parce qu'il faisait des massages, notamment, même si, il n'arrivait pas à trouver les points qu'il fallait à la maison de naissance, il avait ce côté où il pouvait t'aider. Et quel a été son rôle après ce transfert il se plaçait où pour toi à ce moment-là? Après le transfert, donc à la maternité? Oui. Il était toujours à mes côtés, toujours très présent, toujours très soutenant. Le passage à la maternité, pour lui, ça a été très dur, comme je l'ai dit en début d'interview, du fait de sa relation au monde médical. Il était beaucoup dans le rejet de ce qui était en train de se passer et de la façon avec laquelle finalement on me traitait. Au moment où ils ont annoncé la césarienne code rouge, j'avais confiance en eux. Oui. J'ai juste accepté ce qui se passait. Par contre, j'ai vu lui qui s'est retourné vers moi avec un visage plein de... Je crois que comme si le ciel lui tombait sur la tête et moi, il m'a pris mon visage dans ses mains, il m'a embrassée et voilà. Après, pour lui, ça a été assez rapide dans le sens où finalement, 5 minutes après, il avait le bébé dans les bras. Oui. Et c'est lui qui a fait du coup le premier pot à pot avec le bébé. Et tous les premiers contacts pendant ces premières heures, c'est lui qui les a fait avec le bébé. C'est lui après qui m'a finalement conduite dans la maternité. Moi, donc, j'étais sur une chaise roulante et c'est lui qui m'a emmenée rencontrer notre fils. Donc, c'était super chouette, en fait. En vrai, ça c'était vraiment super chouette. C'est la place que lui, il a pu prendre. Oui. Et pour ce qui est de ta sage-femme, donc pareil, à la maison de naissance, tu nous parlais de ces massages efficaces et du fait qu'elle quittait la pièce et que ça t'allait pas forcément. Et après, donc, tu parles du transfert, mais je me demandais un peu sa place déjà durant le transfert. Et après, si vous avez pu avoir des nouvelles ou discuter avec elle, ou si vraiment tout s'est passé plus vite que ce que vous aviez le temps de peut-être saisir les informations aussi, ou comment ça s'était passé, le lien à la maison de naissance une fois que vous étiez à l'hôpital? Du coup, la sage-femme donc, qui était très présente à la maison de naissance, on avait pareil été préparé sur le fait qu'à partir du moment où on basculait en transfert, on passait intégralement à la maternité. Donc elle m'a accompagnée jusqu'à la chambre de la maternité.
Et elle est passée, je crois, le jour d'après, on a échangé par message. Elle était quand même pas très loin. Du coup, de ce que tu nous partages là depuis le début, en tout cas depuis l'histoire du transfert, on sent une certaine insécurité de ta part au milieu de l'hôpital. Pourtant, quand tu étais à la maison de naissance, tu mentionnes également le fait que tu t'y sentais pas bien sur la fin. Mais après coup, finalement, tu revois cet état en te disant que peut-être tu étais pas si mal que ça sur certains plans. Et je me demandais ce qui avait pu te permettre de te sentir en sécurité plus à un endroit qu'à l'autre, puisque, en tout cas, directement, il n'y a rien qui te met en insécurité, de manière très factuelle. Et pourtant, on comprend totalement l'insécurité que tu as pu ressentir de manière générale. Et je voulais savoir si tu pouvais en parler un peu plus et détailler un peu plus ce qui aurait pu être différent ou ce que tu as ressenti d'un côté ou de l'autre. Je pense que ce qui fait que je me sentais, donc a posteriori, je me sentais en sécurité, et ça c'est pendant et après, pour tout le temps que j'ai passé à la maison de naissance, c'est quand même la confiance qui a été instillée tout au long de la préparation. En termes d'outils, finalement, je suis pas sûre. Enfin, moi, ce que je retiens de la préparation, c'est pas vraiment des outils. C'était surtout le message de confiance dans son corps et en soi et au bébé pour l'accouchement, pour la naissance. Et donc, en fait, j'étais encore, dans cet état d'esprit sur le fait que j'avais confiance. Et puis moi, j'avais très confiance en ma sage-femme. Et donc, il n'était vraiment pas question d'insécurité pour moi du tout à la maison de naissance. Je m'y sentais vraiment en sécurité. J'ai eu mal, c'est la douleur que j'ai pas su surmonter. C'est vrai que dès le premier rendez-vous à la maison de naissance, quand elle nous avait demandé si on avait des peurs, moi j'avais dit bah oui, j'ai peur de la douleur au moment de l'accouchement. Et elle m'avait proposé de remplacer le mot douleur par intensité. Je me dis que l'intensité, c'est ce qu'on garde de l'événement, mais sur le moment, pour moi, c'était intense, mais c'était aussi douloureux. C'est vraiment cette douleur qui a été la chose difficile pour moi à la maison de naissance. Par contre, niveau sécurité, je me sentais vraiment bien là-bas, au point que quand même, je m'endormais entre les contractions. Et je dormais vraiment. Alors qu'à l'inverse, côté maternité, quand on m'a imposé de dormir, bah, j'ai pas du tout dormi, ça c'est sûr. Au contraire, j'étais totalement réveillée et je comprenais pas bien comment je pouvais dormir dans cet état-là. Et bah, c'est sûr, il y a des lumières partout. Enfin voilà, c'était impossible de dormir. Et l'insécurité venait plus du fait que je me sentais pas entendue, pas écoutée. On m'a demandé dans quelle position je souhaitais accoucher. Il y avait des tissus accrochés au plafond, donc je me voyais bien, moi, accrocher les tissus et me remettre en position accroupie. Et puis en fait, on m'a imposé de rester allongée, donc avec un pied sur l'étrier qui faisait que glisser sur le côté. Donc voilà, du coup, je me sentais pas bien parce que physiquement, j'étais mal. Donc je pense que vraiment, à la maison de naissance, c'est cette notion de liberté du corps qui fait qu'on se sent, enfin que moi, je me suis sentie en sécurité puisque il se passait ce qu'il devait se passer et ce qui devait se passer pouvait avoir lieu en fait. L'environnement permettait que ça ait lieu. Voilà. Tandis que côté maternité, j'ai eu l'impression d'être brimée finalement dans mon corps, dans l'expression de mon corps et de l'accouchement. Donc cette contrainte physique a été très dure et je pense source de frustration et probablement d'inquiétude aussi. Je vois. Merci de nous avoir partagé ton récit d'accouchement qui est assez remuant pour pourtant avoir déjà lu un aperçu de ton récit quand tu nous as contactés. On sent que ça a été une aventure difficile, j'imagine. Et on te remercie en tout cas d'être venu en parler à notre micro. Ce mois-ci, on a décidé de parler de la sécurité médicale en maison de naissance, notamment pour rappeler aux gens qui pensent que accoucher en dehors de l'hôpital implique souvent un danger, et pourtant c'est pas le cas. Comme on dit souvent, que ce soit en fait en maison de naissance ou à l'hôpital, c'est généralement l'endroit où on se sent le mieux, qu'on accouche le mieux, peu importe le lieu. Et du coup voilà, c'était important pour nous de recueillir tous tes sentiments à travers cet accouchement. Maintenant, on va du coup discuter de la suite de ton histoire. Avant de poursuivre justement sur le postpartum, je voulais dire que je rejoignais Capucine sur le fait que j'avais beaucoup de gratitude aussi sur
par rapport à ton courage d'être venu raconter tout ça et partager tout ça. Parce que je pense que ça peut être important pour les gens qui ont un vécu similaire ou qui auront un vécu similaire, de se rendre compte en fait finalement de tout un cheminement et de toutes les choses auxquelles on peut faire face, qui sont indépendantes finalement du suivi, mais bien de ce à quoi on fait face au moment d'un accouchement finalement. Quoi qu'il en soit, tu as, après 8 longues heures, pu avoir ton bébé sur toi, contre toi. Tu as pu le rencontrer avec une émotion différente que la première impression qu'il t'avait fait au bout de 4 heures. Tu as expliqué aussi que ta sage-femme avait pu venir te voir le lendemain. On se demande du coup combien de temps, suite à ton vécu, suite à cette césarienne, tu as dû rester à la maternité. Combien de temps a duré ce séjour et comment il s'est déroulé en fait en termes de visite peut-être de ta sage-femme de la maison de naissance, ou en tout cas si c'était pas des visites physiques, est-ce que tu as été en lien avec elle d'une manière ou d'une autre? Alors, la suite pour nous, elle commence déjà en salle de réveil. Je savais que je voulais allaiter, si possible. Et je ne sais pas pourquoi, avec mon compagnon, on s'est demandé si, même si je n'avais pas vu le bébé ni entendu le cri de sa naissance, si j'avais du lait. Et je ne savais pas du tout comment faire, mais du coup, on a regardé, enfin j'ai essayé, puis il y avait un peu de lait qui sortait. Et là, je tenais à le dire parce qu'on a sollicité un infirmier qui était là dans la salle de réveil pour voir s'il pouvait recueillir ce lait, ces quelques gouttes, pour le donner au bébé, que j'avais pas encore vu. C'était vraiment drôle parce qu'il nous a dit mais je sais pas, en fait on nous a jamais demandé ça, mais je vais voir, je vais me renseigner. Et il est revenu avec 2 petites éprouvettes dans lesquelles j'ai mis quelques gouttes de précieux colostrum. Et on a appris donc par la suite qu'ils avaient effectivement essayé de donner ces quelques gouttes au bébé. Et du coup, ça a quand même été très très fort pour nous parce qu'on s'est senti vraiment soutenus dans notre demande. Et on se retrouvait à nouveau avec des gens qui nous entendaient, qui nous écoutaient et qui nous considéraient avec nous comme nouveaux papa, maman et envie de ce qu'on voulait créer avec notre enfant. Et en l'occurrence, moi, c'était à ce moment-là du processus, donc c'est l'allaitement, et qui nous ont soutenus là-dedans. Et ça a vraiment été chouette. Donc, comme moi, j'avais été bien abîmée par la césarienne et que le bébé aussi avait eu quelques difficultés à la naissance, on a été transférés dans l'unité kangourou de la maternité. Et donc là, c'était vraiment chouette. La chambre était immense. Elle était joliment décorée. On a été très bien installés et on a été très bien accueillis. On y a passé 5 jours. À la fin des 5 jours, ils nous ont mis des coups de pied aux fesses pour qu'on rentre chez nous parce que nous, on était très bien là. Voilà, l'équipe était super. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus. C'était un vrai moulin. Des fois, c'était épuisant. Dans toute l'équipe, il y a 2 personnes qui ont fait des maladresses. Bon, il y a eu une infirmière qui a cru bon de me raconter ses difficultés à elle avec sa césarienne. Et voilà, et le fait que du coup, elle avait le sentiment de ne pas vraiment être une maman parce qu'elle n'avait pas mis au monde par voix basse, etc. Et là, c'était trop dur pour moi d'entendre ça parce que moi, mon bébé était né quelques heures auparavant. Et je dois dire que vraiment, physiquement, j'étais à plat, j'étais une serpillière, je ne pouvais rien faire, j'avais aucune autonomie et j'avais très très mal dans mon corps et donc je pouvais pas encaisser les difficultés d'une autre personne. Voilà, et difficultés auxquelles forcément en plus je m'associais. Cette question de est-ce que vraiment je suis une maman parce que j'ai pas mis au monde par voix basse, tout ce regret, tout ce qu'on n'a pas vécu, qu'on ne vivra peut-être jamais. En fait là j'étais pas capable d'analyser tout ça et d'encaisser ça. Donc ça a été un peu dur. Et l'autre truc vraiment difficile et où je lui en veux, c'est la gynécologue qui rentre et qui me dit que je ne bois pas assez d'eau. De toute façon, c'est évident puisqu'il faut boire au moins 2 litres d'eau. Est-ce que vraiment je bois 2 litres d'eau ? Je ne comprenais pas pourquoi elle me parlait de ça, si je buvais largement assez. Et aussi qui me dit « Et quelle est votre contraception ?» Je me suis demandé pourquoi elle me parlait de contraception. En fait, j'avais un corps
qui était tellement douloureux. Je venais de me faire ouvrir le ventre et d'avoir mon premier bébé de toute ma vie. Et en fait, c'était pas du tout une question, c'était pas du tout le sujet. Et en fait, de toute manière, j'étais en unité kangourou, donc on savait que j'allais rester 5 jours. C'est le minimum, 5 jours. Pourquoi est-ce qu'elle m'a posé cette question le jour où mon enfant est né, en fait? Pardon, le lendemain. C'est incompréhensible pour moi, c'est beaucoup trop violent. Enfin, c'était du n'importe quoi. Parce que du coup, là, elle m'a expliqué qu'il était hors de question que je retombe enceinte dans l'année qui suit la césarienne, que c'était interdit, qu'il fallait que j'attende au moins 1 an. Et en fait, vraiment, je me suis dit, mais elle ne me respecte pas du tout, elle ne sait pas du tout quelle est ma vie, quels sont mes projets, mes envies. Pourquoi est-ce qu'elle me parle de ça? Voilà. Donc ça a été très très difficile pour moi. Et j'en ai rediscuté après, lors de mon rendez-vous 1 mois et demi après. Mais c'était pas avec cette même personne. Mais j'ai quand même transmis l'information. Mais tout le reste, vraiment, on a été très bien accompagnés. Et voilà. Donc c'est là où notre sage-femme de Manao a pu nous rendre visite. Et comme elle nous l'avait expliqué, là on était vraiment on avait toute une équipe qui s'occupait à la fois de moi et à la fois de notre bébé. Donc en fait c'est bon, il y avait suffisamment de gens. Et notre sage-femme de Manao, on l'a revue par la suite, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est elle qui est venue chez nous, continuer le suivi. Oui, justement j'allais te demander, suite à ces 5 jours en unité kangourou, tu es rentrée à la maison, tu as expliqué que donc les sages-femmes de Manao avaient pris le relais pour le suivi à domicile. Et dans ce suivi postpartum à domicile, est-ce que tu as eu l'occasion, au moins déjà avec l'équipe de sages-femmes, enfin le binôme de sages-femmes qui te suivait, de revenir sur tout ce que tu avais vécu? Et si oui, est-ce que c'était à ta demande? Est-ce que c'était elle qui en avait besoin? Et qu'est-ce que tu as apporté finalement cet échange, s'il a eu lieu? Oui, dès qu'elle est revenue à la maison, donc le lendemain de notre retour, ça a été tout de suite le sujet, de revenir sur cet accouchement, sur la demande de transfert. Voilà, elle était là pour ausculter notre bébé, mais aussi pour parler de tout ça. Donc, j'ai pas revu l'autre sage-femme du binôme, je n'ai revu que celle qui était là le jour de l'accouchement. Oui, on a vraiment pris le temps de débriefer, d'en parler, de remettre des mots dessus. Elle n'a pas hésité, dès qu'elle arrivait, à nous dire ce que vous venez de vivre est une situation traumatisante, c'est un traumatisme, donc c'est normal que ça soit difficile. Donc au moins ça a permis de mettre le mot fort tout de suite sur ça, et c'est vrai, une césarienne code rouge, en fait la vie du bébé et la vie de la maman sont en jeu, donc en fait oui, c'est traumatisant. Donc ça a été très bien, et à nouveau, donc là, 7 mois plus tard, pour préparer cette interview, elle m'a accueillie avec grand plaisir à la maison de naissance, à nouveau pour en reparler, et on a pu échanger à nouveau sur ce que j'avais vécu et ce qui m'en restait, et ce qu'elle aussi avait vécu à ce moment-là, et ce qui lui en restait aussi. Donc le travail d'échange a vraiment été fait. Quand tu dis justement que tu l'as revue là, à l'occasion de l'interview, est-ce que tu as pu exprimer ou réaliser ou conscientiser, je ne sais pas comment tu veux le dire, une différence de vécu sur justement le débrief que tu as pu faire pendant le postpartum, on va dire immédiat, ou en tout cas dans les jours qui ont suivi, et aujourd'hui, ce que tu en retiens? Oui, vous le savez, l'histoire de la naissance ne s'arrête pas là, et on en parlera après, mais c'est vrai que même tout de suite après la naissance et notre retour à la maison, moi j'avais quand même cette sensation que était arrivé ce qui devait arriver. Et j'avais pas de remords, de regrets, pas à ce moment-là. J'avais vraiment accepté ce qui s'était passé à l'hôpital et à la maison de naissance. Et en fait, c'est dans les mois qui ont suivi que les regrets sont venus, et que je me suis refait le film maintes et maintes fois, et à me demander mais pourquoi est-ce que j'ai demandé ce transfert? Pourquoi, alors qu'on était si proche peut-être, a priori si proche de la naissance? Et est-ce que j'aurais pas pu tenir encore un peu et sortir le bébé à la maison de naissance, dans la baignoire, ou voilà, je veux dire dans cette pièce dans laquelle j'étais bien, et vivre un accouchement par voie basse, c'est physiologique. Et ouais, je me suis beaucoup demandé ça, et surtout après en entendant d'autres femmes parler de leur accouchement, etc. Et comme cette infirmière m'en avait parlé, oui, je me dis, moi, je connais pas la naissance par voie basse, le passage du bébé.
par le bas et peut-être que je le connaîtrai jamais et c'est de mon fait. C'est moi qui ai demandé le transfert. C'est pas quelque chose de médical qui a nécessité ça, c'est moi qui ai demandé. Et du coup ça a nourri beaucoup de regrets. Et voilà, donc ça j'ai pu en rediscuter aussi et ça m'a fait de préparer cette interview et de me prendre conscience de ça, ça m'a fait et de le formuler, de l'exprimer, ça me fait beaucoup de bien aussi. Oui. Après, t'as demandé un transfert pour des questions de prise en charge de la douleur et d'aide à la douleur, c'est exactement la phrase que tu as dit tout à l'heure. Oui. Je suis pas sûre que tu puisses t'accabler de l'entièreté du poids de l'issue. Oui. C'est très rude, mais en tout cas, c'est intéressant que tu aies eu l'occasion d'en rediscuter et que tu aies pu cheminer. Et j'imagine que de toute façon, ce cheminement est encore en cours. Oui. Je te souhaite que ça continue de faire un chemin vers une issue heureuse. Ouais, plus de sérénité en regardant cet accouchement et cette décision-là. Et oui. Et effectivement, et bon, après, quand on en discutait avec la sage-femme de la maison de naissance, elle m'a bien dit, tu sais, j'aurais pu peut-être insister davantage pour que tu ne fasses pas le transfert, mais on ne sait pas ce qui se serait passé non plus. De la façon dont tu le racontes dans ton récit, on voit bien aussi que c'est un état de fait, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est comme ça, Voilà. tu as ce besoin. Et en fait, s'il n'avait pas été respecté, je suis même pas sûre que tu aurais été dans de meilleures conditions pour avancer, en fait. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et j'aurais peut-être très très mal vécu aussi la naissance physiologique finalement. Et en fait, on ne sait pas. Et là, quand je l'ai revue, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait aussi beaucoup de bien. Elle m'a rappelé que le projet, au départ, c'est d'avoir un bébé. Et que l'accouchement est une étape vers le fait d'avoir cet enfant. Et ce n'est absolument pas d'accoucher le projet. Et que, voilà, on focalise beaucoup dessus, notamment quand on se prépare en maison de naissance. Ça devient un élément essentiel. Et d'ailleurs, moi, je me souviens bien que pendant les préparations, elle nous avait dit, attention, il y a le avant. Il y a l'accouchement, mais il y a aussi le avant et il y a aussi le après. Et le après est aussi très, très important. Et voilà, se souvenir que le but, là, n'est pas d'atteindre l'accouchement. Non, le but, c'est de construire une famille, en fait, avec cet enfant. Et là, aujourd'hui, on est une famille avec notre enfant. Et donc, elle m'a remis ça, ce contexte-là. Et ça, j'ai trouvé ça très bienvenu, en fait. Je suis d'accord. Oui. C'est clair que c'est ça l'objectif et comme tu le dis, l'accouchement finalement c'est un morceau qui est pas le plus long dans la construction d'une famille. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue d'un accouchement, ça reste un accouchement. Que ce soit par césarienne ou par voie basse, c'est un accouchement. C'est une façon d'enfanter comme une autre. Oui. Ça c'est aussi, je pense, quelque chose de très important à se rappeler. Parce que moi je suis un petit peu choquée aussi par le discours qu'a eu l'infirmière. Alors c'est d'autant plus choquant qu'elle te l'ait dit 2 heures après ton accouchement. Mais quand bien même, dire ça à quelqu'un qui vient de vivre ça, je comprends quelle est cette question. De dire est-ce que c'est légitime de parler d'accouchement ou pas en cas de césarienne. Je pense que la question se pose même pas. Et que c'est très malvenu, surtout en tant que soignant, de venir amener ça à quelqu'un à une patiente qui vient de vivre quelque chose d'aussi rude, quoi. En tout cas, moi, dans mon point de vue, la question se pose même pas, quoi. Quoi qu'il en soit, tu dis aussi que donc, l'après est une part très importante de notre histoire. Dans le processus d'une histoire d'accouchement, et c'est clair. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est déroulé ton postpartum, votre postpartum du coup, une fois que vous étiez à la maison, que ce soit les visites de la sage-femme, le rythme que ça a eu, et puis après... Tu parlais tout à l'heure d'un rendez-vous qui a eu lieu à 1 mois et demi, etc. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu tout ce qui s'est suivi du retour de l'unité kangourou ? Le suivi est tout aussi intense. Notre enfant est né le mardi matin. On est rentrés à la maison le samedi après-midi. On allait tous les 3 très bien. Vraiment, l'unité nous a dit « rentrez chez vous parce que vous allez tous les 3 très bien ». Et vous n'avez plus besoin d'être parmi nous, en fait. Vous pouvez aller vivre votre vie de famille. On est rentrés, on était super heureux. On a adoré prendre nos places à la maison, nos places respectives. Notre sage-femme est venue donc nous voir le dimanche.
Le lundi, on avait un rendez-vous avec un ostéopathe pour le bébé et pour moi aussi. Donc on a fait ce rendez-vous. Il nous demandait de donner un adjectif pour qualifier notre enfant. On a dit qu'il était très cool. Il était effectivement très très cool, notre enfant. Je tiens à préciser que malgré une césarienne code rouge, on a tout à fait réussi à mettre en place l'allaitement. Oui, c'est important de le dire. Ouais. À la maternité, ils avaient peur que j'y arrive pas. En fait, pas du tout. Nous, ça s'est vraiment mis en place très, très facilement. Donc, j'allaitais mon enfant et ça se passait bien. Le lundi, j'ai commencé à trouver que c'était plus compliqué, qu'on avait plus de difficultés dans l'allaitement. Le mardi, notre sage-femme de la maison de naissance est revenue nous voir dans le cadre des consultations. Et je lui ai dit, je trouve que l'allaitement se passe moins bien. Et notre bébé prenait beaucoup de poids. Il n'avait même pas vraiment eu de perte de poids après la naissance, ce qui est déjà assez étonnant. Et en fait, elle l'a pesé et elle m'a dit « mais il a pris énormément de poids ». Je ne sais plus c'était combien, mais c'était énorme. Elle me dit « vraiment, ne t'inquiète pas sur l'allaitement, tout se passe bien, il prend du poids ». Donc on est mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, on essaye de donner le sein, je dis on parce que mon compagnon a toujours été très 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 présent et s'est beaucoup impliqué. On essaye de donner le sein à notre bébé et on voit que ça ne marche pas, qu'il tète un peu puis il s'arrête alors que ça avait toujours été un gros... Voilà, il était très très fort, très bien. Je rappelle aussi qu'on est vraiment épuisé et que moi je ne tiens toujours pas debout. Je peux pas me lever en fait à ce moment-là. Je peux pas non plus porter le bébé. Enfin voilà, c'est pour un peu donner l'état d'épuisement général. Donc du coup oui, j'avais demandé à la sage-femme si je devais mettre un réveil toutes les 3 heures pour bien lui donner le sein, comme on trouvait que ça marchait pas très bien. Elle nous dit oui, continuez le réveil toutes les 3 heures. Donc on mettait notre réveil toutes les 3 heures, on essayait de lui donner le sein, mais on n'y arrivait pas. À un moment donné, dans la nuit, on entend un énorme bruit d'accident de voiture. Bon, je me dis qu'est-ce qu'on fait? Non, de toute façon moi je peux pas bouger. Là, il faut qu'on s'occupe de notre enfant et qu'on dorme, donc on laisse tomber. On pensait pas que ça nous concernerait, évidemment. Mais sauf qu'en fait, c'est notre voiture qui a été carambolée pendant la nuit par une autre voiture. Et donc, on est appelé par les voisins au matin, on n'a plus de voiture. Elle est complètement morte. On n'a plus de voiture. Donc on est mercredi matin. Moi, j'ai ma mère au téléphone et je lui dis, je trouve que notre bébé, il a plus trop de phases d'éveil. Il a moins de phases d'éveil. Mais un bébé, ça n'est fait que pour dormir et manger. Ne t'inquiète pas. Mais quand même, je trouvais qu'il avait plus beaucoup de phases d'éveil. On avait des problèmes à l'alimenter. Et on venait de se faire casser notre voiture. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à la maternité, la pédiatre, donc on a eu une pédiatre qui a suivi notre enfant les 5 jours où on y a été et qui avait observé un souffle au cœur. Ce qui est tout à fait normal chez un nouveau-né, enfin qui n'est pas du tout inquiétant chez un nouveau-né, mais au 5e jour, le souffle au cœur était toujours là. Donc elle nous avait pris rendez-vous chez un cardiopédiatre pour le jeudi suivant. Moi, je sais pas pourquoi ça m'inquiétait pas du tout cette affaire, parce que j'ai un souffle au cœur moi-même de naissance et donc ça m'inquiétait pas du tout cette histoire. Et donc je reviens, on est le mercredi matin, on a la voiture cassée, on n'a plus de voiture, on a un bébé qui tète pas bien, on est très fatigué. Mon compagnon passe la journée à essayer de régler ce problème de voiture et à nous trouver une voiture de prêt pour qu'on puisse honorer le rendez-vous chez le cardiopédiatre le lendemain. Et il rentre à la maison, il est 19h, on est sur les rotules tous les deux. Moi, je suis de plus en plus inquiète, mais en fait, on va se coucher. On repasse une nuit terrible. Et là, je lui dis, en fait, là, ça va pas du tout, il faut qu'on aille à l'hôpital, le bébé va pas bien. Et donc, heureusement, on a eu une voiture qu'on nous a prêtée. Et donc, le lendemain, on part vraiment, on est catastrophé, je sais plus quoi faire. Je me rends compte que ça fait beaucoup trop d'heures qu'il a pas été alimenté. Je prends du lait que j'avais tiré, puisque j'avais tiré du lait à la maternité, en me disant que quelqu'un va nous aider à lui donner ce lait pour qu'il soit nourri. Et je sais plus ce qu'on doit faire. Je sais plus si on doit s'arrêter à l'hôpital le plus proche, qui est celui où j'ai accouché, ou si on doit aller à l'hôpital dans la ville plus loin, qui est celui où on a le rendez-vous avec le cardiopédiatre. Je me dis finalement, on a le rendez-vous, il y aura aussi tout le personnel qui va bien pour s'occuper d'un bébé, donc on va là-bas. Et en fait, on arrive là-bas et j'explique à l'infirmière puéricultrice que mon enfant va pas bien, qu'il tète pas bien. Elle le pèse, elle me dit il a un très bon poids, elle regarde sa peau, elle me dit il a une très belle peau, il est vraiment bien hydraté, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Montrez-moi, vous devez pas savoir lui donner le sein. Et donc, je lui mets le bébé au sein et là, elle voit qu'il tète une fois et qu'il se rendort. Et c'est ce que je lui disais. Je disais, il tète une fois, 2 fois, 3 fois, il s'endort. Et donc là, en fait, elle va voir le cardiopédiatre et elle lui demande de nous faire passer en priorité. Donc, on passe en priorité chez le cardiopédiatre. Et là, en fait, il ne s'est pas passé beaucoup de minutes avant qu'il nous explique qu'on n'allait pas rentrer chez nous. Il a juste enlevé le body du... Prends ton temps si tu veux aller prendre un verre d'eau ou quoi.
Voilà, donc il a juste enlevé le body, il a tout de suite vu que la respiration n'allait pas du tout. Et en fait là, ça a été un peu comme pour la césarienne code rouge. Ça a été très, très rapide. Il y a eu beaucoup de monde dans la chambre tout de suite, dans la salle. On nous a expliqué qu'on partait en soins intensifs et que notre enfant allait être opéré du cœur. Donc voilà, on était à J9. Il était né 9 jours avant. On avait eu, je crois, 1 jour, 2 jours peut-être d'insouciance à la maison. Et après, ça a tout de suite été des questionnements et qui étaient justifiés, puisqu'en fait, il n'allait pas bien. Et donc, on s'est tout de suite retrouvés en soins intensifs. Et le lendemain, notre enfant a été opéré d'une coarctation de l'aorte. Aujourd'hui, il est toujours là. Sa maladie n'est pas totalement soignée. Il a eu une autre opération à 3 mois. Et on revoit le cardiopédiatre dans quelques jours. Voilà, on est encore en plein dedans. Il n'empêche que ce rendez-vous pris par la pédiatre de la maternité a très clairement, de mon vécu, sauvé la vie de notre bébé. J'en ai reparlé donc avec notre sage-femme de Manao, de la maison de naissance, et je lui ai demandé effectivement si notre enfant était né en maison de naissance, qu'est-ce qui se serait passé. Donc elle m'a expliqué le processus. Effectivement, quand elle l'ausculte après la naissance, le souffle au cœur, c'est ce qui est recherché. Donc si elle l'avait entendu, elle me disait elle aurait pris un deuxième avis. Et au moindre doute, elle ne nous aurait pas laissé partir, elle ne nous aurait fait passer également côté maternité ou hôpital. Enfin, je ne sais pas exactement quelle aurait pu être la suite, mais en tout cas, ce souffle au cœur, c'est quelque chose qui est recherché. Il n'empêche que la coarctation de l'aorte, c'est très difficile à détecter parce que, comme je vous l'ai dit, le bébé prend du poids parce qu'en fait, il fait un œdème. Et donc, en fait, ça, on s'en était pas rendu compte, mais il faisait pas vraiment pipi et il gonflait. Donc c'est très traître, c'est très très difficile de se rendre compte que le bébé va pas, puisque finalement la prise de poids c'est quand même un des critères de suivi. Et ça, elle l'avait bien vu qu'il prenait du poids. Et voilà, comme je vous dis, même au rendez-vous chez le cardiopédiatre, l'infirmière puéricultrice qui a pris ses constantes m'a aussi dit il va très bien votre enfant. Alors qu'en fait il était vraiment en train de mourir à ce moment-là. Il lui restait, son cœur ne battait quasiment plus en fait à ce moment-là. Donc c'est vraiment difficile de s'en rendre compte juste sur des cliniquement comme ça. Et donc bon, moi je me dis dans cette histoire, à un moment donné j'ai demandé un transfert, à un moment donné cet enfant est né en maternité et on a passé 5 jours en unité kangourou et il y avait cette pédiatre, et cette pédiatre a pris ce rendez-vous, et ce rendez-vous est arrivé, mais vraiment il fallait pas qu'il arrive plus tard quoi. Il est arrivé au bon moment. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager aussi mon récit quand j'ai vu votre proposition de récit, parce que je l'ai vraiment vécu comme ça sur le moment. Je me suis dit, en fait, ce transfert, il était nécessaire parce qu'il a amené à ce rendez-vous chez le cardiopédiatre. Il nous a amené à cet hôpital au bon moment. Oui. Voilà, et donc il a pu être pris en charge à temps et à un endroit où, faut savoir, ce service, il existait depuis 2 ans ou 3 ans seulement à La Réunion. C'est-à-dire que plus tôt, c'était un transfert en avion pour la métropole. Et là, vu l'état de notre enfant quand on y arrivait, je ne pense pas qu'il tenait le coup, quoi. Donc c'est pour ça que cet accouchement, effectivement, ne s'arrête pas du tout au moment de la naissance. Pour moi, en tout cas. Ah bah oui, je peux le dire. Voilà. Et notre sage-femme de Manao a suivi tout ça. Elle a pris des nouvelles. Elle est revenue nous voir après qu'on soit revenu de l'hôpital. Donc, pour le coup, 2 semaines plus tard, on a passé 2 semaines à l'hôpital. Voilà, elle a été encore présente après. Heureusement. Oui, heureusement. Et comme tu dis, finalement, dans toute cette aventure est compliquée, complexe et éprouvante pour toi comme pour le bébé et même ton conjoint, j'imagine. Vous avez eu de la chance, vu qu'aujourd'hui votre enfant est là et a priori en bonne voie. Ouais, on espère. On espère que le rendez-vous qui aura lieu dans quelques jours aura en tout cas des échos positifs.
Je... je suis désolée. Ouais, on est un peu sans voix. C'est une sacrée aventure. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup de courage et encore une fois, on te remercie parce que ton fils est pas si vieux que ça. Ouais. Donc c'est quand même très très frais. Et c'est un sacré courage de venir parler de tout ce que tu as traversé. Bah, surtout, oui, que t'es encore dedans, en fait. Ouais. Et que c'est pas encore fini et que c'est important. Et comme on disait, c'est comme tu l'exprimais sur le fait de le partager et de l'importance de le partager. Déjà, peut-être que tu aideras aussi des parents qui ont un enfant qui prend du poids. Ils vont peut-être d'emblée comprendre ce qui se passe aussi. Et c'est des toutes petites choses sur les échanges de nos récits, mais qui aident tellement, en fait, les gens qui seront perdus à leur tour, que ça soit pour le transfert que tu as vécu et du coup s'y préparer au mieux, notamment, que ça soit pour le postpartum qui, des fois, peut être déstabilisant. Alors toi, tu as vécu le pire, c'est-à-dire carrément un problème de santé de ton enfant. Mais se faire confiance aussi en postpartum, parce que là, tu l'as dit à plusieurs personnes que ça allait pas et que t'étais qu'à demi écoutée, parce que souvent, on s'imagine que la jeune maman s'inquiète pour rien, alors qu'en réalité, on a beau pas connaître notre enfant, il y a quelque chose d'assez viscéral qui se joue quand même, Ouais. et qui a toute sa place. Et je pense que c'est important aussi, dans ton récit, qu'on puisse dire aussi aux personnes qui doutent, que de toute façon, il vaut mieux aller consulter quand on a un doute, que ça soit parce qu'on est trop inquiet et que c'était rien, ou cette possibilité que finalement l'instinct ait sa place et que ça soit important derrière. Je pense que c'est un récit qui est très important pour nous et on s'excuse auprès des auditeurs et auditrices pour peut-être les passages qui seront plus difficiles à écouter au niveau de la qualité sonore, mais c'est important pour nous de garder cet échange et de le partager aujourd'hui. Je vais juste compléter quelque chose. À nouveau, mon bébé à 9 jours a été donc hospitalisé et eu une anesthésie générale. Pendant 4 jours, je n'ai pas pu l'allaiter. Et je tenais à dire que, à nouveau, quand il est revenu du bloc et qu'il est sorti de l'anesthésie générale, en fait, j'ai à nouveau pu l'allaiter. Et aujourd'hui, je l'allaite encore. Et j'ai été énormément aidée, mais vraiment beaucoup aidée par toutes les personnes du service des soins intensifs pour relancer l'allaitement. Et en tout cas, voilà, ça, je voulais le transmettre à d'autres mamans qui souhaiteraient allaiter. C'est pas forcément possible, mais ça l'est quand même. Même quand on a une césarienne, même quand on a une naissance pas césarienne ou que l'enfant est hospitalisé, c'est encore possible de maintenir l'allaitement. Et nous, dans les deux cas, que ce soit après la césarienne ou que ce soit après l'anesthésie et l'opération, la chirurgie, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés, mon conjoint, moi et l'enfant, à sortir la tête de l'eau, à tenir. L'acte de vie du bébé, voilà, qui tète, et sûrement toutes ces hormones aussi à nouveau qui sont émises au moment de l'allaitement et de la tétée, ça a été vraiment salvateur pour nous. Voilà, donc on est content de s'être battu pour ça et d'avoir été très très soutenu par l'ensemble du personnel médical pour que cet allaitement puisse avoir lieu. Oui, je pense que c'est important de préciser ça parce que c'est une question qui est régulièrement soulevée justement en cas de césarienne, est-ce que c'est possible ou suite à une hospitalisation quelconque de la maman et ou du bébé. Et je pense que c'est important parce que non seulement ça peut donner la confiance à d'autres femmes de se dire que c'est possible, quel que soit ce qu'elles vont traverser ou quoi que ce soit que leur enfant va traverser aussi. Mais c'est aussi important, comme tu dis, aussi ce que ça génère au niveau individuel et au niveau de la famille. Parce qu'en effet, c'est générateur d'hormones et chez toi, chez le bébé, ce qui va dégager, ça peut impacter aussi ton conjoint et de toute façon, au-delà même des hormones, le lien que ça peut amener, c'est pas une obligation d'allaiter, mais en tout cas, si c'est le désir de la maman et si l'enfant y parvient, c'est clair que c'est quelque chose qui peut avoir lieu et qui peut apporter une différence en fait dans le vécu général. Ouais. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé sur ce postpartum et sur tout ce que vous avez traversé et ce que vous traversez encore. Maintenant que tu nous as partagé tout ça, tout ce que ça a été cherché en toi et tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance ? Aujourd'hui, je crois que
La maison de naissance, pour moi, ça a été un lieu où on a construit, vécu une histoire. Une histoire qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Une histoire qui s'est déroulée dans la confiance, autour du mot de la confiance, qui nous a vraiment portés jusqu'au jour de la naissance. Voilà, une histoire qu'on a vécue là-bas et qui est aussi pleine de liens avec les sages-femmes qui nous ont accompagnés. Et au-delà de ça, c'est aussi vraiment pour moi un lieu d'échange, un lieu d'information, un lieu rassurant, un lieu un peu refuge. Et en fait, aujourd'hui, ça reste l'endroit qui concentre les beaux souvenirs de mon accouchement. Voilà. Si j'ai des beaux moments qui me restent en mémoire de cet accouchement, c'est tous ces moments vécus à la maison de naissance, dans cette baignoire, avec mon compagnon à mes côtés et avec la sage-femme à mes côtés également. Et c'est ça aujourd'hui pour moi la maison de naissance. C'est un lieu qui résonne, qui vibre. C'est une jolie définition. Merci. Merci du coup pour cette définition et pour tout ce qu'elle peut apporter de chouette à toutes les personnes qui connaissent pas les maisons de naissance et qui se demandent aussi tout ce que ça peut apporter, quand bien même l'accouchement ne se termine pas dans les locaux. Et avant de nous quitter, on a une petite question qu'on pose à la fin de nos épisodes à nos invités. Est-ce que tu aurais une petite astuce à partager aux personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient accoucher physiologiquement, en tout cas avoir un suivi physiologique comme toi c'était ton désir initialement? Le truc pour l'accouchement, vraiment, c'est le massage du bas du dos. Ouais. C'est incroyable, comme chez moi, ça a aidé beaucoup. Donc il faut que tous les papas se forment au massage, c'est ça? Mais oui, il faut que tous les papas se forment au massage. Et puis, il y a un petit côté magique, je trouve. On appuie sur un point bien précis. Déjà, je trouve ça assez magique d'aller chercher les points sur le corps et de se rendre compte qu'ils existent vraiment et qu'ils sont, une fois qu'on les a, on est sûr que c'est ce point-là, c'est pas le point à côté et que vraiment, ça a un effet. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment magique. Et magique et puissant, en fait. Ça ramène effectivement à cette notion de puissance du corps. Ils ont 8 mois pour le faire. Merci beaucoup. Comme disait Capucine, top chrono pour tous les papas. Tous les coparents, ouais. Il leur reste 8 mois ou moins pour se former à l'acupression pour soulager les futures accouchantes. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Christine pour ce récit très fort, très puissant et en même temps plein d'optimisme, j'ai envie de dire. C'est vraiment incroyable que tu sois venue aujourd'hui nous parler de tout ça. Et on te remercie vraiment du fond du cœur pour toute la confiance que tu nous as accordée en venant parler ici. On te souhaite en tout cas une bonne continuation, on vous souhaite une bonne continuation. On espère que le rendez-vous dans quelques jours, comme je le disais tout à l'heure, sera positif. N'hésite pas à nous donner des nouvelles, ça nous fera vraiment plaisir. N'hésite pas, ouais. On pourrait même le rajouter quand ton épisode sortira pour rassurer aussi les gens. En tout cas, merci à vous aussi. Merci pour le podcast que vous faites et pour l'opportunité que vous nous offrez finalement à travers ces interviews. Et je voulais juste rajouter que notre bébé est un bébé fantastique avec qui on passe des merveilleux moments malgré tout ce qu'on a vécu ensemble. Voilà. C'est génial. On en est convaincus et on vous souhaite que ça, de continuer de vivre plein de beaux moments, tous ensemble. Au revoir et à bientôt, Christine. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir, Christine. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.